Dans l'univers de Berserk, il existe une règle absolue, gravée dans le sang et la chair de chaque apôtre. Une loi qui veut que face à la main de Dieu, l'instinct de soumission soit total. Zod l'immortel, Grumbeld, Locus, tous, sans exception, ont fini par plier le genou devant la lumière aveuglante du faucon. Mais un jour, un homme a dit non. Un souverain venu de l'Orient, un conquérant impérial qui a osé regarder Griffiths dans les yeux pour lui déclarer la guerre. Naturellement, on voit en lui la force brutale la plus terrifiante du monde physique. Le sommet de l'arc du faucon millénaire. Le seul véritable rebelle capable de menacer le trône de Femto. Un être si puissant qu'il ne se bat plus avec des crocs, mais avec la foudre et les dimensions. Mais si on regarde Berserk de près, vraiment de près, on se rend alors compte que sa rébellion cache la plus grande tragédie de l'œuvre. Parce que derrière ses armées de démons, derrière ses conquêtes et son ambition sans limite, Ganishka n'a jamais été le maître de son propre jeu. Et si Ganishka n'était pas celui qui luttait contre le destin, mais l'outil le plus efficace de la causalité? Et si sa volonté de surpasser Dieu n'avait été que le carburant nécessaire à la naissance d'un monde qu'il ne verrait jamais? Après avoir lu l'échec du Skull Knight et le triomphe de Void, il est temps de s'attaquer au troisième pilier de ce cycle, l'illusion de la puissance. Si cette vidéo vous plaît, alors abonnez-vous. C'est le meilleur moyen pour vous de continuer à faire vivre Berserk en France. On vise les 20 000 abonnés. De belles choses sont à venir, comme un serveur Discord, qui est en cours de préparation. Je vous tiendrai au courant dans l'espace post de ma chaîne, de toutes les infos autour du serveur et de la chaîne en général. Sur ce, replongeons dans les ténèbres du faucon millénaire et voyons comment l'illusion divine d'un tyran a fini par sceller le destin du monde. Pour comprendre comment Ganishka est tombé dans le piège de la causalité, il faut d'abord mesurer l'ampleur du monstre. Dans l'univers de Berserk, que font les apôtres en règle générale? Ils se cachent. Ils vivent dans des forêts sombres, dans des châteaux isolés ou des grottes, se contentant de céder à leurs pulsions morbides à l'abri des regards. Ce sont des prédateurs solitaires. Ganishka, lui, ne se cache pas. Au contraire, il s'expose. Il n'est pas seulement un monstre, c'est également un chef d'État. Un empereur qui a unifié l'immense nation Kushan et qui a décidé de marcher sur tout le continent. Regardez ce qu'il a fait de Windham, l'ancienne capitale étincelante du Midland. Il ne l'a pas juste détruite, il l'a transformée en un abattoir à ciel ouvert, une cité démoniaque jonchée de cadavres empalés où il a mis l'humanité entière en esclavage. Il a même industriellement reproduit l'horreur en créant ses propres démons, les Daka et les Pisachas. Ganishka ne se contente pas d'être puissant sur tous les plans. Il domine, et Kentaro Miura nous le fait comprendre d'une manière visuelle absolument terrifiante. Contrairement à Nosferatu Zod ou à Grumbeld, qui utilisent la force brute et l'acier, Ganishka, lui, a transcendé la matière. Lorsqu'il apparaît sur le champ de bataille, son corps se manifeste uniquement de brume et d'électricité. Les flèches et les lames de la nouvelle troupe du faucon le traversent sans même les gratiner. Il écrase des armées entières par simple télépathie et projette son visage gigantesque dans le ciel, crachant la foudre sur ceux qui osent le défier. À ce stade précis de l'histoire, il est de loin l'apôtre le plus puissant jamais apparu dans le manga. Il ne se bat plus comme un soldat, il frappe comme une calamité naturelle. Mais ce qui le rend vraiment dangereux, ce n'est pas sa magie. C'est son cerveau. Oui, l'une des scènes les plus révélatrices du personnage se trouve lorsqu'il se retrouve face à Guts, dans le tome 31. N'importe quel autre apôtre aurait vu le guerrier noir, aurait senti l'odeur de la marque du sacrifice et se serait jeté sur lui pour le dévorer. Alors que Ganishka, non. Il regarde Guts, reconnaît la marque et comprend immédiatement que cet humain est une anomalie qui a survécu à une éclipse. Alors que va-t-il faire? Il va lui proposer une alliance. Je vois. Tu serais donc un maître à la marque. Quelle histoire stupéfiante, inimaginable. Il y a une offrande survivante. J'ai une proposition à te faire. Pourquoi ne pas venir te ranger sous les ordres? À l'heure qu'il est, presque tous les apôtres de ce monde se sont ralliés au faucon. Et naturellement, il doit se trouver parmi eux celui qui t'a gravé cette marque. Celui qui t'a infligé cette terreur et ce désespoir dont tu ne peux t'échapper et a suscité en toi cette haine capable de te faire survivre dans ces ténèbres infinies. Verse ton sang pur de haine sur ma route sanglante de conquête et fais sombrer dans une profonde mer de sang noir la vermine qui s'est attroupée autour du faucon et de sa lumière. Car ton cœur ne doit plus battre que dans ce but.
Il va offrir à Guts la possibilité de se rallier à son immense armée pour vaincre Griffiths. C'est du pragmatisme pur et dur. Ganishka réfléchit en souverain, en stratège politique. Il pense pouvoir utiliser les ennemis de la main de Dieu comme des pièces sur son propre échiquier. Mais en réalité, c'est précisément ici que réside sa plus grande faille. Ganishka est tellement intelligent, tellement puissant, qu'il est persuadé d'être l'égal de Griffiths. Mais regardez bien ses objectifs. Qu'a-t-il cherché à faire avec la princesse Charlotte dans la tour de la Renaissance? Il a voulu la forcer à enfanter de lui. Il voulait que son enfant ait le sang de la royauté du Midland pour légitimer sa conquête aux yeux des hommes. Et c'est ça, l'erreur fatale de Ganishka. Il se prend pour un dieu, mais il raisonne encore avec des concepts d'humains. La royauté, les frontières, la politique, la lignée sanguine. Il croit mener une guerre d'empereur contre empereur, mais face à Femto, membre du God Hand et incarnation d'une volonté cosmique, les armées et les titres de noblesse ne valent absolument rien. Ganishka s'est élevé très haut, beaucoup trop haut. Mais pourquoi cette soif maladive de pouvoir? Pourquoi ce besoin absolu de dominer les hommes et les dieux? Pour le comprendre, il ne faut pas regarder l'empereur entouré de foudre. Il faut regarder le traumatisme de l'enfant qui se cache derrière. Dans la tragédie classique, il existe un concept que l'on appelle l'hubris. C'est le péché d'orgueil, la démesure de l'homme qui se croit tellement grand qu'il décide de défier les dieux. À première vue, Ganishka est l'incarnation parfaite de ce péché. Mais Kentaro Miura ne se contente jamais des apparences. Il prend ce cliché du tyran mégalomane et il le retourne complètement. Parce que si Ganishka veut être au-dessus de tout le monde, ce n'est absolument pas par courage, ni par ambition. C'est par la terreur. Une terreur viscérale, animale et absolue. Retournons dans son passé. Retournons dans le flashback de son enfance que le manga nous jette au visage. Le palais impérial Kushan n'a jamais été un foyer pour lui. C'était un nid de vipères, un endroit où la moindre faiblesse se payait de sa vie. L'événement qui a fracturé l'âme du jeune Ganishka à l'époque ne vient pas d'une guerre perdue. Il vient de sa propre mère. Cette mère qui préférait son fils cadet à lui et celle qui a glissé du poison dans la coupe de son fils de 6 ans pour l'éliminer de la succession au trône. Imaginez seulement le traumatisme. La personne qui vous a donné la vie essaie désormais de vous l'arracher. Le poison n'a pas seulement détruit le corps du jeune Ganishka ce jour-là, il a définitivement assassiné son humanité. Il a compris que dans ce monde, l'amour n'existait pas, que dans ce monde, il n'y avait que des prédateurs et des proies. Alors pour survivre, il a dû devenir le pire de tous les prédateurs. Il a brutalement assassiné son frère et il a fait ce sa mère. Il a marché sur les cadavres de sa propre famille pour s'asseoir sur le trône. Mais le drame du pouvoir, c'est qu'une fois qu'on l'obtient par le sang, on a aussi peur de le perdre par le sang. Afin de survivre, j'ai combattu de toute mon âme, aux limites de mes ressources. La cruauté et la ruse du serpent venimeux que j'avais cultivé depuis mon enfance m'ont permis de nombreuses fois d'échapper aux griffes de la mort. Il fallait les faire me craindre bien plus que je ne les craignais. La paranoïa de Ganishka devient si grande, si maladive, qu'elle finit par l'isoler de l'univers entier. Le cycle de la violence ne s'est jamais arrêté. S'étant lié à une princesse du royaume voisin et ayant eu un fils, il est même allé jusqu'à l'envoyer, une fois âgé, assassiner ceux qu'il soupçonnait de trahison. Plus tard, il deviendra aussi persuadé que son propre fils finirait par le trahir à son tour. Il a passé sa vie entière à surveiller les ombres, incapable de dormir, terrifié à l'idée que quelqu'un lève les yeux vers son trône. Et c'est exactement pour cette raison que Ganishka refuse de se soumettre à l'autorité de Griffiths, le faucon de lumière. Dans l'esprit brisé de Ganishka, s'agenouiller devant quelqu'un, c'est comme exposer sa nuque au bourreau. C'est accepter qu'une personne a le pouvoir de vous écraser. Et ça, son traumatisme l'en empêche. C'est là que réside le génie absolu de Kentaro Miura. La forme monstrueuse de Ganishka, cette brume intouchable et foudroyante, ce n'est pas du tout le reflet de sa divinité. C'est le reflet de son angoisse. Il s'est transformé en brume pour que personne ne puisse plus jamais le poignarder dans le dos. Il s'est fait gigantesque pour intimider les autres avant qu'ils n'essaient de le blesser. Ganishka, en réalité, est une proie terrifiée, qui a trouvé le moyen de mordre plus fort que les autres. Et c'est précisément cette souffrance insoutenable, ce refus de la soumission, qui fait de lui le reflet exact du héros de notre histoire. Parce que pendant que Ganishka s'enfonce dans la folie impériale, un autre homme, marqué par la trahison, utilise lui aussi la haine pour lutter contre le destin.
À première vue, on pourrait dire que tout oppose Ganishka et Guts. L'un est un empereur oriental gigantesque, despote et sanguinaire. L'autre est un mercenaire, protecteur et en partie consumé par la haine. Et pourtant, Ganishka est le reflet le plus exact et le plus terrifiant du guerrier noir. Prenez le temps de comparer leur trajectoire. Tous les deux ont été trahis par la personne en qui ils avaient le plus confiance. Tous les deux sont rongés par une haine incandescente et obsessionnelle envers une seule et même entité, Griffiths. Et surtout, tous les deux ont refusé de baisser la tête face au destin. Ce sont deux strugglers, deux êtres qui luttent à contre-courant. Mais pour tuer un dieu, la volonté ne suffit pas. Il faut de la puissance. Et dans Berserk, la puissance exige toujours un sacrifice. Pour essayer de combler le fossé qui le sépare de la main de Dieu, Guts a accepté de revêtir l'armure du berserker. Une armure qui lui donne une force surhumaine, mais qui exige en retour son sang, ses os et surtout son esprit. À chaque fois qu'il l'utilise, il prend le risque de laisser la bête des ténèbres dévorer son ego, jusqu'à oublier qui il est et pourquoi il se bat. Ganishka, lui, va faire exactement la même chose, mais à l'échelle d'un empire. Humilié par sa première confrontation avec le Faucon Blanc, Ganishka comprend qu'il ne pourra jamais le vaincre en restant un simple apôtre. Il doit transcender sa propre nature. Il utilise alors les pires rituels de la magie Kushan. Il s'immerge dans ce qu'on appelle la machine de chair, une gigantesque béhérite artificielle nourrie par la corruption, la douleur et la force vitale de milliers de sacrifices. Il plonge littéralement dans les ténèbres pour en ressortir sous une nouvelle forme. La forme d'une divinité destructrice. Shiva, littéralement le dieu de la destruction. Visuellement, Kentaro Miura nous offre ici l'un des spectacles les plus vertigineux de toute l'histoire du manga. Ganishka devient un gigantesque pilier tentaculaire de chair et de feu qui transperce les nuages, mesurant plusieurs centaines voire plusieurs kilomètres de haut. Il est si grand que les humains à ses pieds ne sont même plus des fourmis à ses yeux. Il a réussi. Il a obtenu la puissance d'un dieu. Mais à quel prix ? Regardez bien ce qu'il se passe à l'intérieur de ce monstre. En devenant si gigantesque, l'esprit de Ganishka s'est brisé. Son ego s'est dissous. Il voulait le pouvoir pour protéger son empire et vaincre Griffiths, mais sous sa forme Shiva, il ne reconnaît même plus ses propres soldats. Il écrase son armée sans s'en rendre compte. Il hurle de douleur, coincé dans un corps trop grand pour son âme. Il n'est plus qu'une masse de souffrance aveugle qui détruit tout ce qu'elle touche. Mais qu'arrive-t-il ? Ce paysage obscur et infini, les seuls êtres animés sont ces insectes rampants au sol. N'y a-t-il personne ? Mes soldats, Daima, quelqu'un, soldat, qu'est-ce qu'un soldat ? Daima, qu'est-ce qui suis-je ? Il n'y a donc personne que quelqu'un soit. Miura n'a pas dessiné ce monstre uniquement pour faire un combat épique. Il l'a dessiné pour envoyer un avertissement définitif à Guts. Voilà exactement ce qui attend le guerrier noir s'il laisse la haine et l'armure du berserker le consumer totalement. Voilà ce que l'on devient quand on sacrifie son humanité pour obtenir assez de puissance pour tuer l'impossible. On ne devient donc pas un héros. On devient une coquille vide, un monstre pathétique qui écrase ceux qu'il voulait protéger. Mais le plus cruel dans tout ça, c'est que cette transformation, cette perte totale de contrôle, Griffiths l'avait parfaitement anticipé. Parce que la folie de Ganishka n'était pas un véritable obstacle pour la main de Dieu. C'était la clé de voûte de leur plan millénaire. Nous arrivons maintenant au point culminant de l'arc du Faucon millénaire. Le moment où tout s'imbrique. Et surtout, le moment où le piège tissé par Void il y a 1000 ans se referme définitivement sur le monde physique. Sous sa forme Shiva, Ganishka s'avance vers Griffiths. Il est persuadé de mener la guerre cosmique ultime, la bataille finale entre le faux et le vrai Dieu. Mais la réalité de cet affrontement est d'une cruauté absolue. Il n'y a jamais eu de guerre. Regardez l'attitude de Griffiths face à cette montagne de chair. Il ne doute pas, et il ne s'inquiète absolument pas. Il se contente d'exister. Parce que Griffiths sait très bien que l'ombre gigantesque de Ganishka ne sert qu'à une seule chose. Faire briller la lumière du Faucon Blanc encore plus fort aux yeux de l'humanité. L'empereur Kushan pensait écraser son ennemi, mais il est littéralement devenu le piédestal ténébreux sur lequel Griffiths s'élève afin de passer, aux yeux de l'humanité, pour le sauveur absolu. Mais le cynisme de la causalité va encore plus loin. Et c'est là que la toute dernière vidéo sur le Skull Knight prend tout son sens. Souvenez-vous, au
sommet de cette confrontation, l'espace se déchire. Le chevalier squelette surgit de nulle part. Il brandit son épée faite de béérite et frappe Griffiths. C'est l'attaque ultime, celle qui est censée fendre les dimensions et enfin briser le cycle. Et que fait Femto? Il ne l'esquive pas. Il s'en empare. Il saisit cette faille spatio-temporelle à main nue et il la dévie directement sur la blessure astrale béante de Ganishka. Le grand rugissement du monde astral. C'est ici que l'illusion de Ganishka éclate en morceaux. Pour accomplir Fantasia, pour fusionner le monde physique et le monde astral, les Godend avaient besoin d'une quantité d'énergie magique absolument inimaginable. Même eux ne pouvaient pas forcer cette fusion seuls. Ils avaient besoin d'un catalyseur. Ganishka croyait que sa soif de pouvoir le libérerait du destin. Mais en absorbant la force vitale de son armée, en plongeant dans la machine de chair pour devenir un être à la lisière des deux mondes, il s'est lui-même transformé en la gigantesque pile électrique dont Griffiths avait besoin pour surcharger la réalité. Le coup d'épée du Skull Knight était l'étincelle. Ganishka était le baril de poudre. Et Griffiths n'a eu qu'à guider la flamme. Voilà la véritable nature du piège de la causalité. La rébellion de Ganishka n'était pas un bug dans la matrice, c'était le moteur même du plan de Void. Le destin comptait sur son orgueil. Le destin savait que son traumatisme et son ego le pousseraient à amasser une puissance colossale. Ganishka a passé sa vie entière à fuir la soumission pour finalement fournir l'énergie nécessaire à la création de la prison dorée qui allait servir l'humanité entière. Falconia. Il pensait être le joueur qui allait renverser l'échiquier, mais il n'était que la pièce maîtresse, que l'idée du mal à sacrifier, pour faire échec et mat. Frappé par la distorsion spatiale, l'empereur s'effondre. Son corps colossal, cette montagne de chair et de terreur, se fige. Il se cristallise. Ses immenses tentacules se lient vers le ciel pour se transformer en branches. L'illusion divine de Ganishka prend fin ici. Il ne sera jamais le souverain du monde. Il vient de devenir l'arbre du monde, le pilier central de Falconia. Mais le plus déchirant dans cette scène, ce n'est pas la défaite militaire du Kushan, c'est ce qu'il se passe à l'intérieur de l'esprit de Ganishka au moment exact de sa mort. Rappelez-vous l'enfant traumatisé dont on a parlé. Cet homme qui a passé sa vie entière dans le froid, dans la paranoïa, incapable de fermer l'œil, terrifié à l'idée d'être trahi. Cet homme qui a tué son propre sang pour ne plus jamais ressentir la peur. Au moment où Griffiths s'approche de lui pour l'achever, Ganishka ne ressent plus de haine. Il ne ressent plus de peur. Il regarde la lumière aveuglante du faucon et pour la première fois de sa misérable existence, il ressent de la chaleur. Il se sent enfin en sécurité. Dans ses dernières pensées, l'empereur sanguinaire redevient un petit garçon ébloui. Le tyran qui avait juré d'assassiner le dieu finit par trouver la paix dans sa lumière trompeuse. C'est la victoire absolue de l'idée du mal. Griffiths n'a pas seulement volé la vie de Ganishka, il a volé son âme. Il l'a brisée avec une telle perfection que sa victime l'a remercié en mourant. Et c'est cette conclusion terrifiante qui scelle notre triptyque sur la causalité. Le Skull Knight nous a montré que la vengeance brute ne menait qu'à devenir un spectre. Void nous a montré que les humains construisaient eux-mêmes leur propre prison. Et Ganishka nous montre aujourd'hui que même la rébellion la plus gigantesque, même la volonté de transcender Dieu, finit toujours par être absorbée et utilisée par le système. Si un empereur doté d'une puissance divine n'a servi qu'à bâtir le château de son pire ennemi, que reste-t-il à espérer pour un simple humain armé d'une épée en fer? Comment vaincre un ennemi qui se nourrit de vos propres luttes? La réponse ne se trouve ni dans les armées, ni dans la magie. Elle se trouve peut-être dans la seule chose que Ganishka avait sacrifiée depuis son enfance, sa propre humanité. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette analyse. C'est avec cette vidéo que l'on clôture enfin notre triptyque sur la causalité. C'était sans doute l'une des analyses les plus denses à construire, mais il fallait bien ça pour rendre justice à la démesure de ce personnage. Et surtout après l'engouement incroyable que vous avez montré sur les 2 dernières vidéos. Je vous en remercie énormément. Voir que la passion pour l'œuvre de Kentaro Miura est aussi vivante et exigeante en France, ça me pousse à aller encore plus loin. De très belles choses arrivent bientôt, comme un serveur Discord, je vous en reparlerai très vite. L'objectif maintenant est clair, on vise les 20 000 abonnés avant la fin de l'année. Faisons résonner Berserk dans toute la France et au-delà, ensemble. Avant de vous quitter, on garde notre tradition. Je tenais à mettre en lumière une réflexion incroyable, laissée par cet abonné sous la précédente vidéo sur Void. Il met en lumière l'une des scènes les plus sous-estimées de l'œuvre.
la fameuse gifle de Rickert. Il souligne une différence fondamentale dans la manière de combattre le destin. Là où Guts et le Skull Knight s'acharnent à combattre Griffiths avec la rage, la haine et des épées dimensionnelles, Rickert, lui, s'est silencieusement détaché de cette haine. Il ne voit plus Griffiths comme le roi démon à abattre, mais simplement comme un ami perdu. Selon lui, c'est précisément cette absence de haine meurtrière qui a permis à Rickert d'accomplir l'impossible, frapper un être intouchable. Si Rickert a pu le toucher, c'est parce qu'il n'a pas utilisé les armes de la causalité. La colère et la violence de Guts sont le carburant même de l'idée du mal. La déception amère et purement humaine de Rickert, elle, échappe totalement au radar du destin. Il va encore plus loin, en dressant un parallèle fascinant avec le mythe du surhomme de Nietzsche. Griffiths s'est débarrassé de sa morale pour devenir une entité absolue. Guts, pour survivre, s'est transformé en un monstre sanguinaire rongé par la bête des ténèbres. Mais si Guts veut véritablement briser le rêve de Griffiths, il ne devra pas devenir une bête encore plus forte, il devra faire ce que Rickert a fait, rejeter la haine, retrouver ses valeurs humaines et réapprendre à pardonner. La véritable victoire de l'humanité face au God End ne passera pas par un exploit martial, mais par un miracle humain. C'est une lecture absolument brillante de l'œuvre qui remet en perspective tout le combat de l'épéiste noir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette hypothèse. Le pardon et l'humanité sont-ils les seules véritables armes capables de faire chuter la main de Dieu? J'ai hâte de vous lire. D'ailleurs, continuez de me dire en commentaire quel autre personnage mérite sa propre vidéo. Je continuerai d'afficher à chaque fin de vidéo la théorie ou la réflexion que je jugerai la plus pertinente. En attendant, je vous laisse avec celle qui s'affiche à l'écran. Pensez à vous abonner et à partager la vidéo avec vos amis strugglers. Parlez de cette chaîne sur tous les réseaux. Le but est de représenter Berserk comme il se doit. Enfin et surtout, prenez soin de vous, chers strugglers. À très bientôt.